Très bien, bonjour tout le monde. Donc avec un peu de retard, même beaucoup de retard, et merci à toutes ces personnes indulgentes, hein. Ok, donc voilà. Séance donc du samedi 9 février 2013, corrigé de la session 2012, groupement 1. Donc j'ai intitulé sa première partie. Donc il est fort probable que on ait affaire à la deuxième partie. Donc avant de commencer, et comme j'ai pris du retard, est-ce que demain il y a possibilité de faire peut-être une petite demi-heure, aller vers les environs de 15 heures. Je vous pose ça comme ça, très rapidement, parce que je ne sais pas où. Ok. Donc très rapidement pour éventuellement avancer dans le corrigé. Donc c'est bon. Donc demain 15 heures, c'est noté. 15 heures, ça m'a l'air. Voilà. Ok. Ah désolé Sophie. Ok Gaël. Rendez-vous à 14 heures. Mais à 14 heures, c'est là où je sors de table, ça fait juste. Il faut que j'ai le temps de reprendre mes esprits. Donc, bien, on maintient 15 heures demain. Ok, allez. Allez, c'est parti. Allez, on maintient 15 heures. C'est parti. Comme ça, je vais me faire pardonner pour aujourd'hui. Alors, on y va. Premier exercice. Affirmation. Affirmation numéro 1. Un nombre positif est toujours supérieur ou égal à sa racine carrée. Un nombre positif est toujours supérieur ou égal à sa racine carrée. Bon, on a déjà appris que ce genre d'exercice, on pouvait y répondre. Je vous propose deux façons de faire. Je vous propose deux réponses. Je vous propose une réponse simple et on va essayer d'élaborer ensemble une réponse un peu plus consistante. La réponse simple est de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? La propriété, l'affirmation simple, enfin la vérification simple de cette affirmation, c'est de trouver un contre-exemple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que si je prends par exemple 0,01, d'accord, 0,01, et je prends racine carrée de 0,01. Est-ce que vous êtes d'accord que la racine carrée de 0,01 est tout simplement égale à 0,1? Est-ce qu'on est d'accord que la racine carrée de 0,01 est égale à 0,1? Donc vous voyez bien que 0,01, donc qu'est-ce que je peux affirmer? Donc je peux écrire quoi? Que 0,01, n'est-ce pas, est forcément inférieur à racine carrée de 0,01. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que 0,01 est bien inférieur à 0,1. Par conséquent, cette affirmation est fausse. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, si vous permettez, j'ai pris un contre-exemple. Alors maintenant, si on veut une démonstration aboutie, alors, ce n'est pas attendu au concours, hein. Ce que je vous donne là, c'est simplement pour enrichir vos méthodes de démonstration. D'accord? Vous avez compris? Autrement dit, cette réponse-là suffit. Il suffisait de trouver un contre-exemple.
Maintenant, si on veut poser le problème, la question est de savoir est-ce que A, donc je suppose que A est positif. Est-ce que petit a est toujours plus grand ou égal à racine de A? Est-ce que c'est bon? C'est ça la question. Autrement dit, est-ce que petit a est-ce que cette inégalité est toujours vraie? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que cette inégalité est toujours vraie? Bon. Rappelez-vous, je ne sais pas si je l'ai posté, mais peut-être l'ai-je posté dans la vidéo sur les racines carrées. Lorsque vous comparez lorsque deux quantités sont ordonnées, est-ce que c'est bon? Si ces quantités sont toutes les deux positives, n'est-ce pas? Alors, donc le carré de quantités positives sont ordonnés, conservent le même ordre. J'entends par là, si vous avez 2 qui est 12 qui est supérieur à 8, tout le monde a compris que le carré de 12 est nécessairement supérieur au carré de 8. Parce que 12 et 8 sont des quantités positives. L'ordre est conservé. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui n'est pas le cas de quantité, négative. Vous avez moins 2 est supérieur à moins 8. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moins 2 est strictement supérieur à moins 8. Mais en revanche, le carré de moins 2 est strictement inférieur au carré de moins 8. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à calculer le carré de moins 2, ça fait 4, et le carré de moins 8, ça fait 64. Vous voyez que ici, le sens a changé. Donc lorsque vous faites une élévation au carré, le sens ne change pas si on a au départ des quantités positives. Ce qui est le cas ici. Est-ce que vous êtes d'accord ici que A est positif et bien entendu racine carrée de A l'est aussi? Est-ce que ça va? Par conséquent, le carré de A2 est forcément supérieur ou égal à la racine carrée de petit a au carré. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que le carré de A2, ça bouge pas, et le carré de racine carrée de A, c'est tout simplement petit a. Le carré de racine carrée de petit a, c'est petit a. C'est la définition même de la racine carrée. Est-ce que c'est bon? Très bien. Maintenant, je prends le petit a qui est là et je le passe, enfin, je rajoute moins a de chaque côté, si vous préférez. Je rajoute moins a à gauche et à droite. Donc là, j'obtiens quoi? Petit a moins a. Ce qui me donne a au carré moins a est positif. Est-ce qu'on est d'accord? A au carré moins a est positif. Là, je dois résoudre une inéquation. Mais cette inéquation-là, pour nous, au CRPE, elle est inhabituelle.
Cette inéquation-là est du second degré. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Cette inéquation est du second degré. Pour résoudre une équation du second degré ou une inéquation du second degré, il faut préalablement passer par une factorisation. Il faut effectuer une factorisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la factorisation proposée ici est simple, puisque j'ai tout de suite le facteur commun qui se dégage. Et le facteur commun, c'est quoi? Le facteur commun, c'est A. Très bien. Donc le facteur commun, c'est petit a. Donc très bien Aurélie. Donc notre factorisation est tout simplement celle-ci, petit a, facteur de petit a moins 1. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Très bien. Maintenant, attention, qu'on soit d'accord. La réponse que je vous fais là dépasse ce qui est attendu au CRPE. Est-ce que vous m'avez compris? On n'attend pas de vous que vous teniez ce raisonnement-là. Ma première réponse était suffisante. Est-ce clair? Que je ne vous égare pas, que vous n'ayez pas l'impression que c'est infaisable. On n'attend pas de vous que vous teniez le raisonnement ici. Mais j'ai pensé utile de vous associer ou de vous initier à ce type de démonstration. Voilà, ça permet d'enrichir votre préparation. Vous m'avez compris? D'accord. Très important. Parce que plus on tire, parce qu'on a les capacités, on a appris à faire des choses. Donc même si pour vous c'est nouveau, comme on sait calculer, on calcule de mieux en mieux. Donc il faut qu'on raisonne un peu plus en profondeur à chaque fois. Et à chaque fois un peu plus, vous allez petit à petit vous sentir beaucoup plus à l'aise dans des situations qui vous seront demandées, qui seront plus simples que celles que j'évoque à l'instant. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que la question qui est posée est celle-ci? On me demande pour quelle valeur de petit a, vous me suivez ou pas? Pour quelle valeur de petit a ce produit est-il positif? Est-ce que c'est clair? Pour quelle valeur de petit a ce produit est-il positif? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour avoir un nombre positif, lorsque vous avez un produit de deux facteurs, qu'est-ce qui me donne un signe plus? Soit plus par plus, soit moins par moins. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour avoir un signe plus. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que par hypothèse, mon A est de quel signe? Rappelez-vous, A est comment? Positif. Ça veut dire que cette valeur-là, elle est positive. Donc, pour que le produit soit positif, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit que A-1 soit positif. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et donc, il faut que A soit plus grand ou égal à combien? À 1. Il faut que A soit plus grand ou égal à 1 pour que l'affirmation soit vraie. Vous êtes d'accord? Pour que l'affirmation soit vraie, il faut que A soit plus grand ou égal à 1. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas pour 0,01? Pourquoi j'ai dit en contre-exemple 0,01? Eh bien tout simplement parce que 0,01 est tout simplement inférieur à 1. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne marche, ça ne fonctionne. La propriété est vraie à partir de 1 et au-delà. Voilà
je tenais quand même à le faire parce que ça vous rajoute un plus. Est-ce que vous avez compris le sens de la démo? Vous voyez, ça ne fonctionne, n'est-ce pas, que pour les valeurs de A supérieures ou égales à 1. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur strictement inférieure à 1, ça ne fonctionne pas. Donc la propriété, elle aurait été vraie pour tous les A supérieurs ou égales à 1. Si on avait posé la question comme ça, on aurait répondu oui, l'affirmation est vraie. Mais dans notre cas, comme on vous dit pour tout réel positif, eh ben l'affirmation est fausse. Parce que A peut être compris entre 0 et 1. Hein? A peut être compris entre 0 et 1. Et là, ça ne marche pas. C'est bon? Ok. Parfait. Excellent. Ok. Alors, on continue. Ensuite, affirmation 2. Affirmation 2. La fraction, alors la fraction, je vais m'amuser à la lire, donc ça fait combien 9? Ça fait 201 milliards 134 millions 546 112 sur 145 milliards 261 millions 781 121 est réductible. Bon, il est clair que que lorsque vous avez un calcul comme ça, qui est un calcul qui sont des chiffres, on va dire, astronomiques. Ce sont des chiffres très importants. La première chose qui vient à l'esprit, c'est bien entendu d'utiliser les critères de divisibilité. On va utiliser les critères de divisibilité. Le premier critère, c'est la divisibilité par 2. Je remarque que cette fraction n'est pas réductible par 2, tout simplement car au numérateur, j'ai un nombre pair et au dénominateur, j'ai un nombre impair. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Maintenant, on va s'intéresser à la divisibilité par 3. Quel est le critère de divisibilité par 3? J'énonce la règle. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3 ou si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Donc je vais sommer les chiffres au numérateur. Et si je fais 2 plus 0 plus 1 plus 1 plus 3, je vous laisse bien entendu continuer, plus 4, plus plus 1, plus 1, plus 2. Donc Jess nous dit que ça fait 30. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la somme des chiffres composant le numérateur est égale à 30. Je vais donc maintenant calculer la somme des chiffres composant le dénominateur. Et je fais donc 1 plus 4, plus 5, plus plus 1, plus 2, plus 1. Et Jess nous dit, ça fait 39. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le numérateur est divisible par 3, le dénominateur est divisible par 3, par conséquent, la fraction est réductible, donc l'affirmation est fausse. Est-ce que c'est clair? L'affirmation est fausse. Pourquoi? Parce que on peut diviser le numérateur et le
dénominateur par 3. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Très bien. Alors, on arrive maintenant à un petit exercice de probabilité. Dans un sachet opaque, on a mélangé 35 chocolats noirs et 20 chocolats blancs. On suppose que les chocolats sont indiscernables au toucher. Qu'est-ce que ça veut dire le mot les chocolats sont indiscernables au toucher? Ça veut dire qu'on se place dans une situation d'équiprobabilité. Nous avons autant de chances de tirer le premier chocolat noir que le 20e chocolat blanc. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça, des chocolats indiscernables au toucher. On n'a pas à favoriser un chocolat plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est bon? Donc, on se place en situation de probabilité égale. On se place dans une situation d'équiprobabilité. Bien. On prend un chocolat au hasard dans la boîte ou dans le sachet. La probabilité que le chocolat extrait du sachet soit blanc est de 4/5. Voilà ce qu'on va dire. Pour calculer une probabilité, on fait toujours un rapport. On fait le rapport entre le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Alors ici, comme je prélève un seul chocolat, j'ai combien de possibilités? J'ai combien de tirages possibles? Mon dénominateur, c'est combien? Est-ce que tout le monde a compris que c'est 55? Puisque je peux tirer 35 plus 20, donc le total, le nombre de tirages possibles, le nombre de cas possibles, c'est 55. Maintenant, quel est le nombre de tirages favorables? Le nombre de tirages favorables, c'est le nombre de tirages associés au chocolat blanc. Et il y en a combien? 20. Je simplifie numérateur et dénominateur par 5. Ce qui me fait 20 divisé par 5, ça me fait 4. Et 55 divisé par 5, ça me fait 11. Par conséquent, l'affirmation proposée est fausse. L'affirmation proposée est fausse. Est-ce que on a compris? Ok. Très bien. On va passer à la question suivante. Alors ici, peut-être que l'énoncé, c'est dans le monde du 27 mars 2010, on pouvait lire dans l'ensemble des aéroports du monde, en 2009, environ 25 millions de bagages ont été perdus provisoirement ou définitivement. L'étude note cependant une amélioration puisque en 2008, ce sont 32,8 millions de bagages qui avaient été égarés, soit 23,8% de plus qu'en 2010.
de plus qu'en 2000, de plus qu'en 2009. D'accord? 23% de plus qu'en 2009. Alors ici, est-ce que, ne coupez pas, ici raisonner soit en raisonnant avec les rapports de proportionnalité, soit en raisonnant en taux d'augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un taux d'augmentation? Donc, il y a une augmentation de combien? 23,8% de plus qu'en 2009. N'est-ce pas? En 2009, on avait combien? 25 millions. Vous me suivez ou pas? En 2009, on avait 25 millions. Et on a expliqué la dernière fois, hein, enfin, je ne l'ai pas expliqué un samedi, je crois l'avoir expliqué dans une des séances. Une augmentation de 23,8%. Très bien, une augmentation de 23,8% est associée, le Caro l'écrit bien, est associé à un coefficient multiplicateur de combien? De 1 plus, n'est-ce pas, 23,8 sur 100. Donc tout le monde a compris que le coefficient multiplicateur est de 1,238. Est-ce qu'on est d'accord? Le coefficient multiplicateur est de 1,238. Donc si je fais 25 que multiplie 1,238, j'obtiens quelle valeur? Est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération? 25 que multiplie 30,95. Est-ce que vous avez compris que la réponse proposée de 32,8 est bien entendu fausse? Donc l'affirmation 4 est fausse. Est-ce qu'on est d'accord? L'affirmation 4 est fausse. Aucun problème, Gaël. Aucun problème. D'accord? On peut même poser, si vous préférez, un rapport de proportionnalité, si vous préférez. Mais on peut partir dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Le tout, Gaël, c'est d'arriver, bien sûr, à une affirmation fausse. Oui, bien sûr. Et 24,9 Gaël n'est pas égal à 25. Donc l'affirmation est fausse. Maintenant, je ne sais pas comment vous avez trouvé 24,5. N'est-ce pas, Gaël? Je ne sais pas comment vous avez trouvé, pardon, comment vous avez trouvé 24,9. Il est plus facile, à mon sens, de raisonner par rapport à l'augmentation. J'ai pas compris. C'est quoi le 0,762, Gaël? Ah oui, mais attention. Attention, hein. Attention. Si j'ai bien compris, alors attendons. Donc si je prends un exemple, Gaël, je prends un prix de 100 qui augmente de 20%, n'est-ce pas? Je trouve donc un prix final qui est égal à 120.
puisque le coefficient multiplicateur est égal à 1,2. D'accord? Maintenant, en partant de 120, comment vous faites pour retrouver 100? En faisant quoi? En multipliant quoi? 120. D'accord? Vous avez compris, Gaël? Vous dites 120 que multiplie 0,8. Vous me suivez ou pas? Est-ce que 120 que multiplie 0,8, est-ce que 120 que multiplie 0,8 est égal à 100? Voilà, donc votre raisonnement, Gaël, il est faux. Votre raisonnement, il est faux. Il ne faut pas faire comme ça. Votre raisonnement, il est faux. Mais peu importe Aurélie, indépendamment de, il y a augmentation dans un sens, pour revenir, on ne fait pas 80%, on ne fait pas comme ça, Aurélie. C'est exactement, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer que votre raisonnement n'est pas bon. Oui, mais on vous dit après, bien sûr, si vous partez de là, Aurélie, si vous partez de là à là, il y a une baisse, mais la baisse, elle n'est pas de 20%. Si il y a une augmentation de 20%, n'est-ce pas Aurélie? La baisse, elle n'est pas de 20%. Vous avez compris? Autrement dit, si vous voulez savoir par quoi il faut multiplier, par quoi il faut multiplier 120, par quoi faut-il multiplier 120 pour avoir 100? Et là, vous allez comprendre que votre coefficient multiplicateur, vous savez ce que c'est 100 divisé par 120. Ou alors vous faites un produit en croix, c'est-à-dire une règle de proportionnalité. Et donc là, si vous divisez, quelqu'un peut me dire combien ça fait 100 divisé par 120? 100 divisé par 120. Voilà, ça fait pas 80%, vous voyez, ça fait 83, 83, 83, 83. Vous avez compris Aurélie? Voilà. Faites attention, faites attention. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Attention, faut être vigilant. Ok. Gaël, vous avez compris votre erreur? Voilà. Ah oui, bien sûr, ici, une amélioration parce que c'est un problème qualitatif, Aurélie. Comme c'est une paire de bagages, donc c'est une amélioration, n'est-ce pas? C'est une paire de bagages, donc on en perd moins. Voilà, c'est tout. C'est un jeu de mots. Ben, il fallait la prendre dans le bon sens, Gaël. Vous étiez presque, mais c'est pas méchant. Hein? Vous y étiez presque, mais c'est pas méchant. Vous l'avez prise dans le mauvais sens. D'accord? Vous l'avez prise dans le mauvais sens. Faut pas vous en vouloir, hein, c'est pas dramatique. Hein? Vous inquiétez pas, Gaël, vous inquiétez pas. Alors, voilà, vous inquiétez pas. Alors, ensuite, absolument. C'est pour ça que c'est des questions pièges, c'est des questions pièges. Et même certains, vous savez, même certains, on aurait pu faire, ben, je vais pas vous embêter, mais on aurait pu faire l'erreur suivante en disant, je vais regarder le pourcentage d'augmentation. Voyez? Le pourcentage d'augmentation. Et l'erreur, c'est de dire, je vais faire 32,8 moins 25 divisé par 32,8, et là, je vais trouver un résultat qui est proche, mais ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, je vais pas trop vous embêter avec ça.
Mais la question, elle était beaucoup plus directe. Elle était beaucoup plus directe puisque on vous dit, on vous propose un taux d'augmentation. Donc, vous regardez si en partant de 25 millions, on arrive à 32,8 avec une augmentation de 23,8%. Voilà. Voilà, il ne faut pas se compliquer. C'est exactement ça, Sophie. Alors, ensuite, affirmation 5. Il existe au moins un nombre entier. Alors, il existe au moins un nombre entier compris entre 11 000 et 12 000 dont le plus grand diviseur commun avec 2180 est 545. À mon sens, le plus simple, quand vous avez un exo comme ça, vous savez que 545, c'est forcément le PGCD. Ça veut dire que 545 doit diviser un nombre qui se trouve entre 11 000 et 12 000. Est-ce que c'est bon? Donc, je prends ma calculatrice, n'est-ce pas? Je prends ma calculatrice et je tape 11 000, n'est-ce pas? 11 000 divisé par 545. Qui peut me dire combien ça fait? 11 000 divisé par 545. Ça fait combien? Ça fait 20,18. D'accord. Ça veut dire que le nombre que je cherche, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que le nombre que je cherche est au minimum égal à 545 que multiplie 21. Est-ce que c'est bon? Le nombre que je cherche est au minimum égal à 545 que multiplie 21. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que 11 000 divisé par 545, ça me fait 20,18. Mais je veux que le nombre soit compris entre 11 000 et 12 000. Est-ce que vous avez compris que le nombre cherché est soit 545 que multiplie 21, mais si je fais 12 000 divisé par 545, ça fait combien? 12 000 divisé par 545. Ça fait 21, n'est-ce pas? 22, je préfère. Vous êtes d'accord avec ça? 22,01. Ça veut dire que le nombre que je cherche peut être aussi 545 que multiplie 22. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai deux possibilités. J'ai deux nombres divisibles par 545 entre 11 000 et 12 000. Le premier peut être 545 fois 21 ou 545 fois 22. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a deux possibilités, d'accord? Puisque ici on me demande, existe-t-il au moins un entier? Ça veut dire qu'il peut en exister plusieurs. Ok. Est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que je peux effacer le tableau et garder simplement 545? Donc j'ai les nombres possibles, c'est 545 que multiplie 21, c'est-à-dire combien? 11 445, ou bien 545, d'accord, que multiplie 22, c'est-à-dire 11 990. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Donc ça, c'est les deux possibilités. Maintenant, n'oublions pas, les deux nombres, aucun problème. Les deux nombres sont tous les deux divisibles par 545. Maintenant, quel est le PGCD
de 11 445 et combien? Et 2180. Est-ce que c'est bon? Vous me suivez ou pas? On peut le faire de plusieurs façons. Vous me suivez ou pas? On peut le faire de plusieurs façons. On peut appliquer l'algorithme d'Euclide, que j'ai détaillé plusieurs fois, n'est-ce pas? Ou alors, on peut procéder par décomposition en facteurs communs, en facteurs premiers si vous préférez. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord que 11 445, c'est 545 que multiplie 3 que multiplie 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque 21 c'est 3 fois 7. 2180, lorsque vous divisez 2180 par 545, est-ce que ça fait combien? Ça fait 4, n'est-ce pas? Donc ça fait 545, n'est-ce pas? Multiplié par 2 au carré. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Multiplié par 2 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que le PGCD de ces deux nombres-là, on prend tous les facteurs une seule fois. On prend tous les facteurs une seule fois, n'est-ce pas? Mais les facteurs comment? Communs. Est-ce que vous êtes d'accord que le PGCD de ces deux nombres-là, c'est bien 545? Vous pouvez aussi le tenter avec l'algorithme d'Euclide. Est-ce que c'est bon? L'algorithme d'Euclide, je vous le rappelle, il fonctionne comment? 11 445, n'est-ce pas? Est égal. Alors, combien ça fait? Combien de fois 2180? Diviser 11 400, 5 fois. 5 fois 2180. D'accord? Cinq fois 545, je préfère. Merci. 5 fois merci. OK. Merci, Jess. Alors, on y va. Donc, 5 fois, merci, 2180, qu'on soit d'accord, plus 545. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est l'algorithme d'Euclide. Donc, je répète, c'est 5 fois, alors, 5 fois 2180, d'accord, plus 545. Et ensuite, vous êtes d'accord que 2180, n'est-ce pas, est égal à combien? Combien de fois 545? 4 fois. C'est ça? Et il me reste combien? Il me reste 0. Et rappelez-vous, le PGCD, c'est le dernier reste, non nul. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est l'algorithme qui le dit. C'est le dernier reste non nul. Donc, le PGCD de 11 445 et de 2180, c'est bien 545. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant,
je passe au nombre suivant. Est-ce que vous êtes d'accord que 11 990 est égal 11 990 est égal à 545 que multiplie 2 que multiplie 11. Est-ce que c'est bon? Et 2180, n'est-ce pas? Et 2180 est égal à 2 au carré ou à 545 que multiplie 2 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, le plus grand commun diviseur, c'est tout simplement 545 que l'on retrouve dans les deux. Et qu'est-ce qui est encore diviseur commun? Est-ce que vous êtes d'accord que le 2 et le 2, je le retrouve? Ce qui vous donne le PGCD est égal à quoi? À 1090. Et donc, il existe au moins un. La réponse est oui. Et ce nombre-là, quel est-il? 11 445. Est-ce que c'est bon? Et ce nombre-là, c'est 11 445. On a compris? Très bien. Si on a trouvé 11 445, ah oui, parce que Caro, ils vous disent, il en existe au moins un. Donc, j'en ai trouvé un et je vérifie si bien il y en a bien un deuxième. Donc là, pareil, il faut pas faire comme ça, Gaël. Il faut appliquer, donc si, soit vous faites comme j'ai fait ici, soit vous appliquez l'algorithme d'Euclide. Et vous faites comme ceci, regardez bien. Vous faites 11 990, n'est-ce pas? Est égal à combien ça fait 11 990 divisé par, merci, est égal à 2180 multiplié par 5, n'est-ce pas? Plus 1090, n'est-ce pas? Et après, vous faites 1090 est égal à combien de fois 2180? Combien de fois 2180? Fois 5. OK? Et quel est donc le dernier reste non nul? Le dernier reste non nul, c'est tout simplement 1090. Voilà. Et donc, le PGCD donc ce nombre-là ne répond pas à la question. OK? Voilà. Donc ça, vous trouvez le PGCD, vous avez plusieurs façons de le faire, soit l'algorithme. C'est quoi alors, Jessica? C'est quoi? Euh, non, c'est pas, je dis des bêtises. Non, excuse-moi. Jessica a raison. Ici, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, c'est ça, Jessica, hein? Ok, ok, c'est ça. Donc après, 2000, hein, n'est-ce pas? 2180, merci. 2180 est égal, n'est-ce pas, à 1090 que multiplie 2, c'est ça? Voilà. Merci, Jessie. Ok, c'est bon? Et donc, effectivement, le dernier reste non nul, c'est bien 1090.
Est-ce qu'on a compris? Ok, très bien. Ok, parfait. Alors, dernière, dernière, dernière possibilité, dernière question. Une enseigne est formée de deux boules pleines de rayons différents, constituées du même bois. Constituées du même bois. L'une pèse 24 kilos et l'autre pèse 3 kilos. D'accord? Attention, vous êtes d'accord avec moi que les deux boules ont des rayons différents, mais sont constituées de la même matière. Donc, elles ont toutes les deux la même masse volumique. Est-ce que c'est bon? Elles ont toutes les deux la même masse volumique. Vous comprenez ce que je dis? Puisque elles sont constituées. Ok, ok Aurélie. Ok, vous savez Aurélie, quand vous avez un solide, n'est-ce pas? Vous avez son volume, n'est-ce pas? Vous avez son volume, et pour calculer sa masse, n'est-ce pas? Il faut multiplier son volume par sa masse volumique. Par exemple, l'eau, pour faire simple, l'eau, elle a une masse volumique de 1 kg par décimètre cube. Autrement dit, la masse volumique de l'eau est de 1 kg par litre. C'est ça la masse volumique. Donc si vous avez 1 litre d'eau, n'est-ce pas Aurélie? Si vous avez 1 litre d'eau, et comme la masse volumique est de 1 kg par litre, alors si vous avez 1 litre d'eau, un volume de 1 litre, vous aurez une masse de 1 kg. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc ici, nous avons des boules, ok. Ici, nous avons des boules qui sont constituées de la même matière. Donc, elles ont toutes les deux la même masse volumique. D'accord. Comme elles ont la même masse volumique, est-ce que vous êtes d'accord que leurs masses sont proportionnelles au volume? Leurs masses sont proportionnelles au volume, puisque c'est la même masse volumique. Si vous prenez une boule, si elle fait 1 kg, n'est-ce pas? Si elle fait 1 kg, si vous doublez son volume, elle fera 2 kg. Est-ce que c'est clair? Si vous doublez son volume, comme la masse volumique est fixe, si vous doublez son volume, elle fera 2 kg. Si vous triplez son volume, elle fera 3 kg. Est-ce que c'est bon? Donc là, nous avons un rapport de proportionnalité de 1 à 8. Est-ce que vous êtes d'accord que la grande boule pèse 8 fois plus que la petite boule? Est-ce que c'est bon? La grande boule pèse 8 fois plus que la petite boule. Ça veut dire que le volume de la grande boule est égal à 8 fois le volume de la petite boule. Est-ce que ça vous l'avez compris? Car la masse de la grande boule est égale à 8 fois la masse de la petite boule. Est-ce que jusque-là, vous m'avez compris? N'oublions pas que ce sont des boules. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que donc le rapport des volumes est de 1 à 8. Ok.
Est-ce que vous êtes d'accord que le volume de la sphère, de la grande, d'accord, le rapport c'est 4 tiers de pi grand R au cube. Le volume de la grande boule, c'est 4 tiers de pi R au cube. Est-ce que c'est bon? Le volume de la petite boule, c'est aussi combien? 4 tiers de pi petit r au cube. Petit r étant le petit rayon de la petite boule, le rayon de la petite boule. Grand R étant le rayon de la grande boule. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Bien. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux simplifier par 4 tiers et je peux simplifier par pi? Ça veut dire que le rayon au cube de la grande boule est égal à 8 fois le petit rayon au cube de la petite boule. J'ai simplifié. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que R au cube est égal à 2 au cube multiplié par petit r au cube? Puisque 8, c'est 2 au cube. 8, c'est 2 au cube. 2 fois 2 fois 2. Donc, R au cube est égal à 2 fois R, le tout au cube. Ce qui veut dire que le rayon de la grande boule, le rayon de la grande boule est égal à 2 fois le rayon de la petite boule. Mais rappelez-vous une chose très importante, vous me suivez ou pas? Lorsque vous avez deux longueurs qui sont proportionnelles et le rapport de proportionnalité des longueurs, c'est K, n'est-ce pas? Le rapport de proportionnalité des longueurs, c'est K. L'air associé à partir de ces longueurs, leur rapport de proportionnalité, c'est combien? C'est K au carré. Et le volume associé, quel est le rapport de proportionnalité? K au cube. Et vous vérifiez, si vous prenez ici, vous prenez un cercle et vous cherchez sa circonférence. La circonférence des deux cercles, le rapport du grand cercle et du petit cercle, le rapport de proportionnalité, c'est combien? C'est 2. Vous me suivez ou pas? Parce que les rayons, c'est des longueurs et la circonférence du cercle, c'est une longueur. Maintenant, si vous prenez une boule ou une sphère de rayon grand R et une sphère, une boule de rayon petit r, et que le rapport de proportionnalité c'est 2, eh bien leurs volumes seront dans quel rapport de proportionnalité? Dans quel rapport? 8. Pourquoi 8? Parce que 2 au cube, n'est-ce pas? 2 au cube, ça fait 8. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est pour ça qu'on est passé de 8 à 2.
Parce qu'on est passé d'un volume, à une longueur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? Ok, Jess. Ok. Regardez. Regardez les enfants. Je fais très simple. Je fais très simple. Je prends un petit carré. Regardez bien. Je prends un carré qui a pour côté petit a. Vous me suivez ou pas? Je prends un grand carré qui a pour côté 2a. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que la longueur de ce carré-là, son périmètre, c'est 4a, n'est-ce pas? Le périmètre du grand carré, tout le monde a compris que le périmètre du grand carré, c'est 8a, parce que j'ai le rapport des longueurs, c'est 2. Donc le rapport des périmètres, c'est 2. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, je calcule l'aire du premier carré, l'aire du petit carré. Ça me fait combien? A au carré. Est-ce que c'est clair? L'aire du grand carré, ça me fait combien? Ça me fait 2A au carré. Est-ce que c'est bon? Et ça me fait, non, ça me fait Gaël 4A2. Vous avez oublié les parenthèses. Est-ce que vous avez compris? C'est 2A que multiplie 2A. Donc ça fait 4A2. Quel est le rapport des aires? Quel est le rapport des aires? Quel est le rapport? 4, c'est quoi 4? C'est 2 au carré. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, si de là, vous construisez un cube, vous me suivez ou pas? Vous construisez un cube à partir de ce carré. Quel est le volume du petit cube? C'est bien A au cube. Est-ce qu'on est d'accord? Le volume du petit cube, c'est A au cube. Quel est le volume du grand cube? C'est quoi le volume du grand cube? C'est 2A au cube. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est combien 2A au cube? Sinon 8A au cube. Vous voyez le rapport cette fois-ci des volumes? C'est de rapport de 1 à 8. Les aires, c'est de rapport de 1 à 4. Les longueurs, c'est de rapport de 1 à 8, de 1 à 2. 1 à 2, vous voyez? 1, 2, 1, 4 et 1, 8. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est très important de comprendre ça. Voyez? Les longueurs, bien sûr, la proportionnalité, elle est conservée. Pour les aires, c'est le rapport de proportionnalité au carré. Pour les volumes, c'est le rapport de proportionnalité au cube. D'accord? Ok, je reviens donc à mon exercice. Ok, je reviens donc à mon exercice. Donc, je viens d'établir que les rayons sont dans un rapport 2. Est-ce que c'est bon? Les rayons sont dans un rapport 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que maintenant, il faut peindre la surface. Il faut peindre la surface avec une quantité de peinture, d'accord? La quantité de peinture pour les recouvrir est proportionnelle à la surface. Est-ce que c'est bon? Et il me faut 900 grammes pour peindre la grande boule, pour peindre la grosse boule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que une boule, son aire de la sphère, elles sont dans quel rapport les aires? Est-ce que vous êtes d'accord que les aires sont dans un rapport de 4? Est-ce que c'est bon? Non, non Sophie, rapport de 4 les aires. Rapport de 2 pour le rayon, rapport de 4 pour les aires. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Rapport de 8, Sophie, c'est pour les volumes. Le rapport de 8, c'est pour les volumes. Mais pour les aires, le rapport est de 4. Est-ce que c'est bon?
Il me faut 900 grammes pour peindre la grosse boule. Il me faut 900 grammes pour peindre la grosse boule. Proportionnellement, combien me faut-il pour peindre la petite? Eh bien, proportionnellement, 900 divisé par 4. Et ça fait combien? Ça fait 225. Donc, la réponse proposée est fausse. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, de nous retrouver demain à 15 heures. Et encore une fois, désolé pour ce décalage. Donc, de nous retrouver demain à 15 heures pour au moins corriger l'exercice numéro 2. Mais Marion, avez-vous trouvé le rapport? Marion, avez-vous trouvé que l'affirmation était juste ou fausse? Avez-vous trouvé que l'affirmation était juste ou fausse? Était vraie ou fausse? Ok. Ah non, Mario, attention. Je répète, ça vraiment, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Très important, lorsque vous avez des longueurs, ici une grande et ici une petite, si le rapport des longueurs est de K, le rapport de proportionnalité est de K. Ok Aurélie, pas de problème, pas de souci. Le rapport des aires, d'accord? Le rapport des aires associés est K au carré. Le rapport des volumes associés est K au cube. D'accord? K au cube. Voilà. K, K carré, K au cube. N'oubliez pas. Voilà, chers amis. Allez, merci encore une fois de votre participation. Et je vous dis donc à demain. Demain 15 heures. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée.